il y a quelques jours. Donc, on voit que l'Europe appelle à la guerre, dit que il faut impérativement constituer une armée de l'Union européenne pour l'envoyer en Ukraine. Et Ursula von der Leyen, une journaliste précisément, a fait son travail, lui a posé la question en allemand, est-ce que vous enverrez vos enfants là-bas? Et Ursula von der Leyen a dit non, elle a beaucoup d'enfants, je crois qu'elle en a. Mettez-moi dans le chat combien elle en a, je crois qu'elle en a 5 ou 6. Non, ces enfants, non. Les autres, oui, peuvent aller mourir, mais pas les siens. Bon, bah, ce genre de questions, on est d'accord que c'est typiquement les questions que vous auriez pu poser. Ouais, vous savez, moi, j'ai pas vu cet échange de cette journaliste avec Ursula von der Leyen, mais je peux vous dire que il y a une énorme volonté de la part d'Ursula von der Leyen d'aller en guerre avec la Russie. Et je me pose la question d'où vient cette volonté. Si je me trompe pas, elle a travaillé en Allemagne, elle était la ministère de la Défense, c'est ça? Oui, tout à fait. Je pense. Elle a été impliquée dans un scandale. Exactement. Donc, chaque guerre, évidemment, c'est une bonne chose pour le lobby militaire, c'est un lobby des armements. Donc, il y aura absolument d'argent qui vient avec. Mais ça, chaque guerre, c'est aussi les pertes de vies, c'est les vies cassées. Et je pense que l'Europe a oublié qu'est-ce que c'est la guerre, en fait. Parce que les Russes savent très bien qu'est-ce que c'est la guerre, parce qu'on a perdu énormément de gens pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans chaque famille. Et je parle du peuple soviétique, pas seulement russe. Les soviétiques, on connaît ça parce que dans chaque famille, on a perdu quelqu'un. Et cette histoire, on passe de génération après génération. En revanche, quand je parle avec les gens, par exemple en France, il me semble qu'ils ne sont pas vraiment sentis cette terreur de cette guerre de la même façon comme nous. Donc, quand il y a les gens qui sont d'accord avec l'idée qu'il faut absolument continuer cette guerre en Ukraine et soutenir l'Ukraine contre la Russie, et ça m'étonne parce que si on a une vraie possibilité d'avoir un accord de paix, aujourd'hui, il faut aller cette direction. On va trouver une solution d'arrêter ces conflits. Et Ursula von der Leyen, évidemment, il n'a aucune envie de faire ça. Et je me pose la question, pourquoi? Bah voilà, c'est ça, au fond, la méthode journalistique, on l'oublie trop souvent. Poser des questions. Pourquoi? C'est vrai, naïvement, pourquoi? J.D. Vance est allé dire à Munich les menaces sur la démocratie, donc ce dont vous parlez dans votre livre, sont plus graves que la Russie, clairement. Il dit, voilà, écoutez, la Russie représente moins une menace pour l'Union européenne que votre censure. Il a calmé tout le monde en disant ça, c'est J.D. Vance. C'est pas quelqu'un qui est fondamentalement pro-russe. En plus, il est marié à une indienne, c'est un ancien marine. Il est issu d'une tradition militaire qui avait quand même principalement la Russie comme ennemi pendant les dernières 60 années. Et il dit, bon, écoutez, moi je suis militaire. La chose la plus claire, c'est que la Russie n'est pas la menace qui pèse le plus sur vous, c'est la censure. Et puis on a Amélie Ismaili, journaliste d'investigation remarquable, journaliste citoyenne, qui nous a rejoint dans le chat, qui nous rappelle que sur LCI, le général Yakovlev a quand même dit qu'en Russie, les populations rurales n'avaient pas de toilettes dans leur maison. Donc c'est là, quand je parlais vraiment d'un racisme anti-russe, on a eu un certain monsieur Girnov, je sais plus, Girnov, qui est allé dire, mais vous savez, ce sont pas les Russes qui ont vaincu le nazisme. Et là, même LCI a dû le recadrer. C'est-à-dire, on est quand même sur un plateau particulièrement intense en termes de propagande. Même là, ce type est parvenu à choquer les chroniqueurs de LCI. On dit, mais non, vous pouvez pas dire ça, c'est pas possible. Enfin, là, on peut pas réécrire l'histoire, ça va pas. 27 millions de morts. Oui, évidemment que quand il y avait tant de divisions sur le front de l'Ouest, il y en avait 3 ou 4 fois plus sur le front de l'Est. Donc, c'est vraiment ce racisme décomplexé dont je voulais parler parce qu'il n'est pas sanctionné par l'Arcom, c'est exact. Et je ne connais pas de pays où on le pratique encore. Même la Corée du Nord, honnêtement, je vois pas de choses aussi graves qui peuvent être dites sur les Russes en tant qu'ethnie, fondamentalement, quoi, que c'est un peuple arriéré qui fait encore des attaques par des vagues humaines, ce qui a été dit de façon répétée. Même le Daily Mail, je l'ai repris quand j'ai préparé cette émission. J'ai vu que le Daily Mail disait qu'à Bakhmout il y avait eu des vagues humaines. C'est complètement faux. Rappelons la guerre en Ukraine est une guerre TikTok. Il y a des caméras partout, ce qui est tant mieux. D'ailleurs, rien n'empêche plus un crime de guerre qu'une caméra. Et il y a des caméras partout. On n'a vu aucune vague humaine. On n'a pas un seul cas. Donc c'est vraiment un cliché qui a été véhiculé. Alors il y a aussi le terme orc. Vous aviez peut-être couvert ça, je crois, en 2022. Les Russes avaient été appelés les orcs dans les médias américains.
et anglophone et ukrainien. Et bon, je sais que vous avez... Oui, je vous en prie. Non, vous savez, oui, les mots qui sont utilisés contre les Russes, cette haine, de temps en temps, ça sort, ça me dérange pas, mais c'est vrai, quand sur les plateaux de nos chaînes avec beaucoup de visibilité, il y a des propos tels que la vie d'un Russe, un Russe c'est moi, que la vie coûte moi, que la vie d'un Ukrainien, ou par exemple, les Russes sont les cafards. Oui, là, je pose des questions parce que, vous savez, je regarde les médias russes et c'est très rare qu'on a tel. Bon, ça arrive aussi. Je pense qu'il y a eu une situation dans un show où un expert s'est exprimé, mais c'est pas en pratique tout le temps. Et là, je vois oui, les insultes sont un peu tout le temps et partout, mais je pense que ça vient dans une idée que il y a les bons et les méchants. It's good and bad. Et ça, c'est très simple voir les situations comme ça. Parce que dans ces cas, les gens ne se posent pas les questions et ils pensent qu'ils sont dans les côtés du bien. Et il y a cette côté où vous avez la liberté, la démocratie, les valeurs, et après, tout ce qui va pas, c'est du côté russe. Mais en fait, la véritable image, c'est différente. La vérité, c'est différente. C'est beaucoup plus que ça. C'est pas noir et blanc. Et il faut regarder full contexte entier pour comprendre ce qui se passe. Et la problématique aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas une voix qui peut donner un point de vue différent. Et ça commence petit à petit. Par exemple, moi, je fais une fois par semaine, j'assiste à une émission de news internationales sur CNews. C'est une fois par semaine et j'ai le droit d'exprimer les points de vue différents. Je suis une chroniqueuse parmi les autres, donc il y a un équilibre évidemment. Mais déjà ça énerve beaucoup les médias généralistes. Tout à fait, on l'a vu. C'est pour ça qu'on vous donne la parole d'ailleurs, parce que ça énerve ces médias-là qui disent tous la même chose. Enfin, c'est impressionnant. On a vu dernièrement les couvertures de presse sur l'emprunt militaire de Macron et von der Leyen. C'était unanime. Enfin, j'ai l'impression d'être en Corée du Nord. Jamais j'aurais imaginé. Je ne sais pas si vos parents vous parlaient de l'URSS, mais vraiment, là, il y a un niveau de censure qui est comparable. Et j'ai vécu dans beaucoup de pays d'ex-URSS dont les habitants me disaient, mais nous, on a l'habitude que maintenant la télé ne dit pas la vérité. Ça y est, on est vacciné, on a été immunisé par le fait que quand on a tel ou tel, donc on va regarder justement la presse étrangère. C'est comme ça qu'on fait. On regarde la presse étrangère. Et moi, je recommande à mon audience de regarder la presse indienne, la presse chinoise, la presse russe, bien sûr, la presse brésilienne, d'une façon générale, la presse des BRICS. Comme ça, c'est assez diversifié. Et bien sûr, pas de problème, la presse américaine, tant que vous voulez, tant que vous pouvez contraster avec d'autres presses pour regarder si le point de vue est le même. Et là, vraiment, on ne peut plus. Et votre simple présence sur CNews est donc sujette à des attaques. Absolument, oui, c'est le cas. C'est le cas, mais vous avez mentionné les médias étrangers, les BRICS. Absolument. Et quand je voyage, quand je vois aux pays qui sont dehors de l'Union européenne, même là-bas, on voit tout de suite que la situation et les compréhensions de la situation est très différente. Et en fait, je pense que l'Europe, et c'était aussi le cas des États-Unis, mais aujourd'hui ça change, mais l'Europe, dans une façon de boule informationnelle. Ils ne savent pas, ils sont pas informés en fait. Et quand je dis que les Russes sont mieux informés que les Français, je veux que les gens qui n'aiment pas ça, mais en fait c'est vrai parce que les Russes, comme vous avez dit, Idriss, on sont un peu vaccinés contre la propagande. C'est grâce ou à cause de les années de l'Union soviétique, on n'a pas eu l'accès aux autres sources d'information. Et aujourd'hui, on regarde toutes les sources. En fait, on regarde et on n'est pas obligé de parler en langue étrangère pour trouver l'information et faire une traduction facile sur Google. C'est possible de même traduire les sites. Donc, c'est beaucoup plus facile de se tenir informé aujourd'hui. Pour nous, je pense que pour les Européennes, parce que ils ne savent pas comment et c'est le pouvoir qui choisit pour eux de quoi regarder, à quoi écouter. Oui, et on voit que cette bulle se maintient, puisqu'il y avait la tentative de supprimer X et de dire que Elon Musk était nazi, alors que là aussi, en Ukraine, les saluts nazis étaient pour de vrai. J'en ai rapporté, je l'ai mentionné. J'ai vécu à Kiev, je confirme qu'il y avait bien une avenue Stepan Bandera. Ce n'est pas possible. On parlait du racisme. En France, on a donné le nom d'une avenue à Paris à Navalny.
Bon, et je suis musulman, excellent ramadan à tous les musulmans qui nous suivent, excellent carême à tous les catholiques qui nous suivent. Bon, je suis musulman, Navalny a appelé à mettre une balle dans la tête des musulmans dans un clip de campagne. Et pas des terroristes, non, des musulmans, n'importe lesquels, c'est comme des cafards. Il les a comparés à des cafards. Et bon, en France, on le présente comme un héros. Et on lui donne une avenue. Aucun média ne rapporte ça. Même, je sais même pas si sur CNews, vous auriez le droit de le dire, par exemple, de poser la question, de dire, attendez, moi je sais pas, je croyais qu'il y avait des musulmans en France, je sais pas dans quelle mesure ils seraient ravis de savoir qu'un type qui a appelé à mettre des balles dans la tête des musulmans ait une avenue à Paris. On a parlé de ça sur CNews. J'étais invitée chez Pascal Pro et on m'a parlé. Il y a eu un monsieur j'ai oublié son nom, mais qui m'a fait un peu façon ainsi en tribunal. Et en fait, quand on parle de Navalny, c'est vrai qu'ici en Europe, et déjà, je vais dire que c'est terrible ce qui est arrivé et c'est absolument terrible. Mais après, ce n'était pas une opposante numéro un, opposant numéro un de Vladimir Poutine, parce que parmi les Russes, il n'était pas populaire, mais il était très populaire parmi les médias occidentaux. Et évidemment, je pense qu'il était un peu poussé parce que. Mais on a des vidéos de lui avec le MI6 où il dit donnez-moi des millions et je ferai la révolution en Russie. C'est factuel ça. Donc, oui, malheureusement, bon, il y a beaucoup d'ingérence de ce côté-là. On sait, on voit ça aussi avec les révélations de USAID où cet argent américain va. Et pour moi, ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, toutes les argumentations qu'il peut donner, il me parle toujours les mêmes choses. Litvinenko, Navalny, Anna Politkovskaya, d'accord, mais on parle aujourd'hui d'un conflit entre l'Ukraine et la Russie. Est-ce que vous pouvez, pour une fois, regarder la situation un peu différemment et voir qu'il y a les gens qui sont en train de mourir et qui ont d'accord d'épée, c'est peut-être pas une mauvaise idée finalement. Si on parle oui, bon, il est encore une fois soutenu par aujourd'hui l'administration américaine et on voit cette dissonance entre l'Europe. Enfin, vous vous rappelez qu'on a eu un passage sur LCI toujours où Darius Rochebin a dit on peut rester optimiste, la guerre peut continuer. Oui, c'est une très bonne illustration de façon comment les Européens aujourd'hui voient, pas tous, mais beaucoup voient la situation. Donc, ils sont toujours sous choc avec Donald Trump et J.D. Vance qui se sont dit bon, on ne peut pas continuer cette guerre, on va trouver un accord de paix. Ils sont pas d'accord, sauf que sans les États-Unis, continuer à armer l'Ukraine, ça va pas marcher trop longtemps. Je pense que je dis déjà dans mes interviews que les missiles britanniques Storm Shadow ne marchent pas sans l'intelligence des États-Unis. Donc, il y a une massive partie, sans les États-Unis, ça ne marche pas. C'est un bon moment de trouver un accord. Bon, après, si je parle des côtés russes, les Russes sont assez prudents en ce moment. Donc, ils sont évidemment, il y a un espoir qu'on peut régler la situation avec la nouvelle administration de Donald Trump. Mais il n'y a pas cette idée que voilà, tout va bien. On comprend qu'il y a encore le travail à faire pour trouver les moyens d'arrêter ces conflits. Parce que Poutine a dit à plusieurs reprises qu'il y a une paix durable. C'est ça ce qu'on a besoin. Pas un accord qui sera cassé comme les accords de Minsk avant. Et s'il y a un accord de paix, ça doit tenir longtemps. Ça ne peut pas arrêter après quelques mois et juste cet accord ne peut pas être signé pour que l'Ukraine gagne le temps pour faire le réarmement. Et ça d'ailleurs, les deux camps semblent être d'accord, puisque c'est aussi ce que déclarent maintenant Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen, à savoir, bah oui, si jamais on a un cessez-le-feu, ça va permettre à la Russie de monter en puissance. Alors que là, bon, je rapporte la situation pour l'instant sur le front, toujours d'après les sources pro-ukrainiennes deepstatemap.live, le saillant de Souja s'est effondré. Une opération spéciale a été menée par les Russes via les pipelines, ça a été confirmé, et aujourd'hui les forces ukrainiennes à Souja sont en fuite. Le front continue d'avancer, comme l'avait dit un commentateur, les Russes ne gagnent pas, c'est que le front avance dans la mauvaise direction. On a The Atlantic qui a titré les Russes ne progressent pas. Alors moi j'ai du mal à comprendre là aussi, parce que Macron nous a dit ça y est, les chars russes sont à deux pas de Paris. Maintenant,
enfin, vous êtes consciente que c'est peut-être la dernière fois qu'on peut faire cette interview. Il y aura, la censure va augmenter. Cette interview est peut-être historique. Peut-être que YouTube va la censurer d'ailleurs. Et dans ce cas-là, je devrais la reposter sur X, ce que j'ai fait à plusieurs reprises pour des vidéos censurées. Voilà, ça va arriver parce que maintenant, on voit que les fact-checkers ont reçu leurs nouveaux éléments de langage. Avant, c'était anti-vax. Maintenant, c'est collabo ou capitular ou poutinolâtre. Et toute personne qui mentionnerait la paix, exactement comme Jean Jaurès en 14, eh ben, mériterait qu'on lui mette du plomb dans la cervelle, hein, ce qui a été le cas pour Jean Jaurès. Donc là, j'ai vraiment l'impression d'être sur une crête historique et intellectuelle, où c'est peut-être le dernier moment où on peut encore se parler entre nations du même continent, avant que ça soit complètement interdit, comme dans le roman 1984 de George Orwell. Je peux vous dire qu'après le discours d'Emmanuel Macron, j'ai beaucoup d'inquiétude aussi sur l'avenir parce que le discours était bon, ce qu'on a vu les côtés russes, on a vu qu'il y a un président qui va absolument aller en guerre contre notre pays. Et ça, bon, déjà, les discours d'Emmanuel Macron, la façon comment il communique les choses, ça nous posait les questions. Mais là, on voit qu'il est prêt d'amener la France dans une guerre, une véritable guerre contre la Russie. Et ça nous a beaucoup choqué. Parce que, franchement, comme j'ai dit déjà au début de notre interview, je pense que les Français ne se souviennent pas à la guerre. Et c'est beaucoup plus facile de soutenir une guerre qui se passe dans un autre pays, une guerre par procuration, mais une vraie guerre, c'est une autre chose. Et franchement, les objectifs de la Russie, c'était jamais aller en Europe et conquérir les pays baltes ou aller jusqu'à Paris. Et les objectifs étaient toujours très clairs. Mais en même temps, vous voyez, c'est la Russie qui est utilisée comme une plus grande menace pour la France, pas seulement aujourd'hui, mais pour les années à venir. Ce qui est vraiment terrifiant. On a vu ça avec les États-Unis, le Russiagate, Russia, tout le temps, de Russiagate et Trump. Ouais, j'affiche le commentaire d'ailleurs. Le général Yakovlev a une fois de plus déclaré que Trump était un agent russe. Un magazine français a titré là-dessus. D'autres personnes en France ont déclaré que Trump était un agent russe. Bon, le FBI, qui pourtant n'a fait aucun cadeau à Trump, on le rappellera jamais assez, le FBI a fait 0 cadeau à Trump sous Biden. Tout ce qui pouvait être utilisé contre lui a été utilisé contre lui. En aucun cas, ils n'ont essayé de l'inculper pour des liens avec la Russie. Donc on revient à de la fake news, où là, comme vous le dites, l'ARCOM ne réagit pas, ça ne pose aucun problème. On peut balancer des mensonges aussi énormes que cela, ça posera pas de problème. Ah, vous savez, vous connaissez probablement le sujet de Hunter Biden. Oui. Et en fait, c'est un sujet où Trump, un jour, il a demandé à Zelensky de commencer une enquête sur l'activité de Hunter Biden à l'Ukraine. Et en fait, il était presque, comment on dit en français, impeached à cause de ça. Parce que c'était vu comme une façon d'ingérence. Mais la réalité, c'est qu'il y a un énorme lien entre Biden, les démocrates, l'Ukraine, il y a un niveau de corruption qui est assez grand. Après, si on parle des sujets, bon, on peut parler de général Yakovlev, mais je pense qu'il faut aussi ne pas oublier que The New York Times a publié qu'il y a 12 bases de CIA qui s'est installée en Ukraine en 2015. Il faut pas oublier. De recherche biologique également, ça a été confirmé par Victoria Nuland devant Victoria Nuland, exactement. Victoria Nuland qui en fait était en 2014 à Kiev pour encourager les protestants parce que bon, il devait absolument changer le pouvoir. D'idiot. Elle avait dit que c'était un imbécile et elle avait dit fuck the EU, rappelons-le. C'est complètement factuel et confirmé. Elle avait dit fuck the EU. Grâce à Wikileaks et Julian Assange qu'on sait ça parce que cet échange était entre elle et je pense que c'était l'ambassadeur à l'époque. En tous les cas, ce que je veux dire qu'il y a une information qui est censurée et qu'on ne voit pas, mais cette information est absolument nécessaire pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et s'il y a encore une censure, c'est parce qu'il n'y a pas assez de sources d'information. Donc, censure est
possible quand il manque de sources. Parce que ça sera très compliqué de censurer s'il y a les gens qui regardent plusieurs sources d'informations alternatives. Oui, c'est exactement ce que l'on voit avec les notes de la communauté sur X. Justement, alors je sais que vous n'avez pas suivi particulièrement ce dossier. On reviendra sur les fake news en Ukraine, bien sûr, parce que c'est un sujet majeur. Mais là, les services de l'Union européenne pour les actions extérieures, bon, donc j'imagine que c'est Kaja Kallas, ont posté sur X une affirmation selon laquelle le génocide des Alaouites aujourd'hui en Syrie était du fait d'éléments pro-Assad. Alors ils ont été vertement contredits par des notes de la communauté, bien sûr, sur X. Je les ai contredits aussi, enfin tout le monde les contredit puisque c'est simplement faux. Il se trouve qu'à l'heure où nous parlons, les Alaouites se réfugient sur les bases russes en Syrie. Ça a été vérifié aussi comme information. Les Alaouites qui sont persécutés par le nouveau régime en Syrie se réfugient sur les bases russes. Alors, encore une fois, je sais que vous ne suivez pas particulièrement le dossier syrien en ce moment, mais je sais pas, sur le plan méthodologique, être aussi péremptoire, qu'est-ce que ça vous évoque, ça, sur le plan vraiment de la méthodologie journalistique? Vous savez, c'est vrai que je ne suis pas spécialiste de la Syrie et je n'ai pas suivi ces dossiers de près, mais je peux vous dire ce qui m'étonnait, c'est la façon comment les médias ont changé la narrative après Assad. Donc, quand c'était Assad, évidemment, c'était bon, quel est le tyran. Et après, le nouveau gouvernement syrien qui est islamiste radical, qui était dans les listes, si je me trompe, dans la liste des CIA de organisations terroristes. Tout à fait. Et là, ce sont les la tête de l'actuel président de la Syrie a été mise à prix. voilà. Et tout le monde a commencé à dire que finalement, c'est la liberté pour le peuple syrien. Bravo, bravo. Déjà, ça m'a étonné. Et là, quand je regarde les images qui viennent des séries, franchement, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que je vois qu'il y a un massacre. Bien sûr qu'ils vont essayer de donner un narratif et trouver un moyen d'expliquer ces images parce que c'est une honte finalement. Parce que normalement, selon eux, ça doit être maintenant la paradis en Syrie. Moi, je m'inquiète beaucoup pour les gens là-bas, mais aussi pour les chrétiens, parce que évidemment, qu'avec quelqu'un comme le chef de ce gouvernement, je me pose la question si les chrétiens ont le droit d'eux-mêmes à exister. Après, on verra ce qui se passe, mais tout ce qu'il dit Kallas, pour moi, c'est pas très crédible. Bah, c'est pas pour rien que le journaliste international Pepe Escobar dit qu'elle est la chef des Baltic Chihuahuas. Personne n'a voté pour elle. Bon, en plus, elle était la fille d'un apparatchik du Parti communiste estonien, donc c'est toujours assez amusant de voir à quel point elle tourne toujours dans la bonne direction. Mais en tant qu'Européen, oui, enfin que membre d'un pays européen, je me sens pas du tout représenté par Kaja Kallas. J'aime beaucoup l'Estonie par ailleurs, j'y ai vécu là aussi. Mais je me sens pas représenté par cette personne et je pense pas qu'elle représente les intérêts, par exemple, de la diplomatie française. Mais vous savez, en Estonie, il y a beaucoup de gens qui parlent russe pour qui cette langue est